C'est l'heure des questions Tipeee. Bon, d'abord, j'en profite pour vous faire quelques annonces. Premièrement, je serai normalement, faut encore qu'on se mette d'accord avec les Voxmakers, je vais sûrement faire une vidéo à part pour annoncer plus officiellement et de façon plus rigolote que j'y serai. Je serai au Art to Play à Nantes le 21 et le 22 novembre. Je serai normalement avec Hermite, Sova, Cyrix et quelques Voxmakers. On sait pas encore qui vient pas, qu'est-ce qu'on va y faire. Sûrement des animations. À ce qui paraît, on a une installation aussi chouette qu'à la Japan Expo, ce qui fait plaisir. Donc voilà, moi, je vais sûrement venir avec une démo d'un futur alert spoiler, probablement celui sur Escaflowne, parce que voilà, faut rester en accord avec le design très animé de la convention, donc voilà. Et deuxièmement, quelques petits changements au niveau des contreparties Tipeee. Premièrement, le choix d'un film à critiquer dans un parlant cinéma est définitivement fermé. Et si vous vous demandez pourquoi c'est définitivement fermé, vous le saurez très bientôt. Mais vous en faites pas, ceux qui m'ont déjà laissé un don pour que je fasse un parlant cinéma sur tel ou tel truc. Je vous ai pas oublié. Et la contrepartie d'un choix de film à critiquer pour Alert Spoiler est maintenant passée à 100 €. Pas parce que je veux me faire encore plus de pognon sur vous, non, c'est juste pour essayer de décourager un petit peu ceux qui veulent que je fasse Alert Spoiler sur tel ou tel film. Parce qu'à 50 €, je me suis retrouvé avec beaucoup trop de demandes. Là, j'en ai 4 à faire de hors-série sur les films que vous voulez que je critique dans Alert Spoiler. 4! Vous êtes en train de retarder la saison 2 d'Alert Spoiler, alors s'il vous plaît, calmez-vous. Je sais que vous êtes sympa, je sais que vous voulez juste me voir critiquer un truc que vous voulez que je défende ou que je défonce, mais voilà, calmez-vous, ok? Voilà, j'ai augmenté le truc à 100 €, ça devrait vous calmer maintenant, donc voilà. Et je réfléchis encore pour d'autres comparties, parce que maintenant on a un gros creux entre 30 et 100 €, donc je vais essayer de trouver d'autres trucs, peut-être de nouveaux goodies, on verra bien, je ne me suis pas encore décidé, je verrai ce que je suis capable de vous offrir, mais bon, voilà. Cela étant dit, passons aux questions. J'ai remarqué que tu accordais énormément d'importance à la VF. Du coup, j'aimerais ton avis sur la VO-VF, un peu comme la vidéo de Durandal consacrée au même sujet, avec des petits exemples où tu préfères la VO et où tu préfères la VF. Bon alors oui, j'ai vu la vidéo de Durandal sur la VO et la VF, c'est une vidéo très intéressante. Il y a juste un point où je trouve qu'il exagère, c'est quand il dit « Si vous regardez la VF, vous chiez sur le talent d'acteur et d'écriture des mecs qui ont fait le film origine. » Ce que je trouve que c'est vraiment insultant pour le travail des doubleurs qui justement se cassent le cul à être le plus respectable possible par rapport à ce que l'original dit. Alors je me souviens d'ailleurs d'une interview du mec qui double Po de Kung Fu Panda en VF, je sais Mathieu quelque chose comme ça, je sais plus du tout son nom, et il regardait les extraits où c'était Jack Black qui faisait en VO et il disait ouais, on peut garder comme ça. Je dois vraiment faire exactement comme lui. Oula, ça va être dur. Enfin voilà, je pense que la VF ne devrait pas être totalement condamnée parce que ils font beaucoup d'efforts pour justement bien retranscrire tout ce qui compose les dialogues de la VO, etc. Ils font en sorte de bien reprendre tout le ton. Ils essayent de conserver un maximum de blagues, même s'ils se doutent que certains ne comprendraient pas parce que ce sont des blagues typiquement américaines. Ils essayent de se calmer un petit peu là-dessus parce que justement ça passe de moins en moins, mais voilà. Donc pour moi, non, la VF n'est pas une abomination. Ça permet même de garder un petit peu le rythme de lecture d'un film. Parce que du coup, en VF, ceux qui sont pas bons en anglais, en japonais ou en autre langue étrangère, ils sont pas obligés de lire tout le film. Moi, ça me dérange pas de les films en sous-titré, mais j'imagine que les gens, ils peuvent être vite distraits par le fait qu'il y a les sous-titres tout le temps en bas, qu'on est obligé de lire et tout. Donc voilà, je peux comprendre que la VF ait un intérêt pour ce genre de spectateurs. Après, ouais, la VF a quelques ratés. Il y a pas mal de VF que je trouve tellement pourris que je préfère éviter. Genre, les Pirates des Caraïbes, je trouve que leur VF est complètement pourri. Ou encore les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que j'ai besoin de rappeler l'exemple de Jack Sparrow? Moi aussi, je viens d'une planète de hors-la-loi. Billy the Kid, Bonnie and Clyde, Jack Sparrow. Après, voilà, il y a des films où la VF est en effet plus agréable que la VO. Je pense notamment au Retour vers le futur, où dans la VO de Retour vers le futur, ils ont quelque chose de plus...
comment dire, de plus naturel, de plus calme au niveau de la façon de délivrer les textes et tout. Tandis que dans la VF, c'est beaucoup plus théâtralisé, donc beaucoup plus fun, donc beaucoup plus vivant. Donc voilà, c'est l'un des quelques cas où la VF est meilleure. Il y a aussi par exemple Die Hard, où le doubleur de Bruce Willis a donné beaucoup plus de vie à son personnage en lui rajoutant quelques petites vannes comme ça. Donc voilà. Donc oui, la VF peut apporter de bons trucs, voilà, comme j'ai dit. Et même aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que de nos jours les VF sont toutes pourries, mais même aujourd'hui, je trouve qu'on a toujours quelques bonnes VF. Par exemple, celle de Kingsman, j'ai trouvé pas mal du tout. Celle de Vice Versa, ça m'a pas choqué, tout m'a semblé bon et tout. Faut dire, moi dans le cinéma en Corse, on est un petit peu bloqué avec la VF et tout, donc voilà, on est un petit peu obligé de regarder les trucs en VF voilà, on se retrouve quand même avec quelques bonnes VF. Il y a des fois où je me dis que ils auraient pu le refaire, comme par exemple Pan. Dernièrement, je suis allé voir Pan. La VF du petit gamin, j'ai trouvé toute pourrie. Si ça se trouve, même l'acteur en VO est nul à chier, mais voilà. Mais sinon, voilà. Je trouve qu'on peut toujours faire de la bonne VF du moment qu'ils fassent l'effort nécessaire. Voilà. Du moment qu'ils fassent pas comme Pirates des Caraïbes ou les Gardiens des Galaxies. Après, la question, est-ce que c'est mieux de voir en VF en VO? Le mieux, c'est toujours de voir en VO, voilà, bien sûr, parce qu'il faut voir comment le film était pensé à l'origine. Il faut vraiment voir comment ça marche en anglais et tout. Ça a été conçu pour telle langue, donc voilà, généralement, il faut voir les films au moins une fois en VO. Après, on décide si on préfère la VF ou la VO. Généralement, c'est la VO la meilleure, mais il y a en effet des cas où la VF est supérieure. Donc voilà. Que penses-tu de la série Elementary? S'agit-il d'un remake ou plagiat sans intérêt de Sherlock, ou s'agit-il d'une bonne série? Un remake sans intérêt. C'est inutile et tout pourri, parce que tout ce qu'ils ont fait avec Elementary, ils ont pris le concept de Sherlock, ils ont enlevé tout ce qui le rendait unique, et ils en ont juste fait un mentaliste-alike. Voilà, les séries à la mentaliste comme ça, avec le mec qui est un petit peu bizarre, qui collabore avec les flics, ça peut bien marcher. Il y en a eu quelques bonnes séries avec ça, hein, comme Monk, Castle et tout, mais avec des trucs comme Mentalist, Body of Proof ou des trucs comme ça devient vite lassant. Et justement, Elementary, c'est la fois où tu te dis... ça marche plus là. T'as beau dire, ouais, t'es trop intelligent et tout, ça passe pas, voilà. Mais en plus, j'ai pas vu tous les épisodes de la série, j'ai juste vu quelques éléments. Mais j'ai remarqué un truc, ils ont enlevé tous les trucs qui pouvaient laisser prétendre que Sherlock est homo. Voilà, dans Sherlock, au niveau vie sexuelle, il est 0, parce que il ne voit pas du tout l'intérêt d'une relation sexuelle, ce qui est en logique avec un personnage sociopathe comme Sherlock. Hein. Je suis sûr que même Sherlock Holmes, dans le bouquin, si on regarde bien, il n'a jamais eu de relation sexuelle ou quoi que ce soit. Il y a peut-être eu un ou deux moments où il est tombé amoureux, mais il a jamais vu l'intérêt du sexe. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Et bien entendu, il y avait quelques vannes sur le fait que, oh, peut-être que Sherlock et Watson sont ensemble. Ils avaient fait pareil avec les films avec Robert Downey Jr. Mais dans Sherlock, c'était moins lourd, c'était mieux amené. Il y avait eu cette petite façon de jouer sur la nervosité de Watson, mais on n'est pas ensemble. Mais il y avait aussi un petit côté homosexuel avec Moriarty. Voilà, la fascination qu'ils avaient pour l'un pour l'autre, c'était limite de l'amour. Ils s'en sont même moqués dans un épisode de la saison 3 d'une façon assez marrante, donc voilà. Mais dans Elementary, non seulement ils ont fait de Watson une femme, donc du coup, dès que j'ai appris ça, j'ai fait de suite la blague. Ça y est, Watson, on peut vivre notre amour sans qu'on nous juge. Mais j'ai vu que Moriarty aussi est devenue une femme. Donc en gros, tous les personnages de Sherlock qui avaient une soi-disant préférence sexuelle pour Sherlock sont devenus des femmes. Donc du coup, ces relations, ce sont plus des relations homosexuelles, mais des relations hétérosexuelles. Autant pour le coup de Watson, je pouvais passer, mais là, le coup de Moriarty, ça me fait dire... Ok, là, ils veulent juste enlever tout ce qui pouvait passer pour homosexuel. Ils veulent vraiment prétendre que Sherlock, c'est un hétéro pur et dur. Et justement, quelle est la première chose qu'on voit faire Sherlock dans cette putain de série? Baiser avec des femmes. Voilà, il contacte des femmes comme ça, il se fait des coups d'un soir. Apparemment c'est un truc qui est récurrent dans la première saison, voire les autres saisons. Encore une fois, j'ai pas vu la série, j'ai juste vu ce qui m'a paru un petit peu marquant, de loin, voilà. Et voilà, ils en ont fait, grosso modo, un gros hétéro à la dure, alors que l'un des trucs fascinants avec Sherlock, c'est que justement il était tellement sociopathe qu'il ne voyait pas l'intérêt de coucher avec des femmes ou quoi que ce soit, donc... Voilà, chouette massacre d'un concept, vous l'avez aseptisé, mais quelque chose de travers, quoi.
ça envoie des tas de mauvais messages, genre non, on peut pas avoir un personnage qu'on pourrait croire pendant une seconde, même si c'est pas vrai qu'il est homosexuel, donc on va changer ça, on va en faire un hétéro, on va confirmer plusieurs fois, donc voilà. Mais sinon, voilà, la série, c'est juste une série policière 1000 fois vue, avec un personnage un petit peu bizarre qui s'occupe du truc, comme on en a vu des tas, hein. C'était mieux fait dans Castle, dans j'ai pas d'autres exemples, mais voilà, c'était mieux fait avant. Je suis sûr que Mentalist, j'ai pas regardé longtemps Mentalist, mais je suis sûr que c'était mieux fait. En fait, pour vous dire, je me souviens dans les bonus des DVD Blu-ray de Sherlock, t'as une interview de Steven Moffat qui dit « Ouais, on veut garder ça 3 épisodes par saison, parce que du coup, on peut bien se concentrer, on peut faire de ces épisodes de grands films et tout. Du coup, on est sûr d'avoir que des bons trucs, parce que les Américains, eux, ils foutent tout le temps 22 épisodes. Au bout d'un moment, on se retrouve toujours avec 1 ou 2 épisodes, voire une bonne dizaine qui sont pas si génial que ça. Alors du coup, voilà, au moins en faisant 3 épisodes, on est sûr de pas se louper. Elementary, 22 épisodes par saison. » Et cette interview, elle a été faite bien avant que Elementary ait été annoncé. Tout est dit. Dans tes dons Tipeee, on peut te demander de critiquer un film dans un bonus boîte magique, un parlant cinéma, plus maintenant, ou un alerte spoiler. Mais pourrait-on te demander un sujet à critiquer dans un top 10, un fermez-la ou un jouons et regardons? Non, non et probablement pas. Toi qui nous dis souvent qu'il faut choisir des acteurs de métier pour jouer dans des films, que penses-tu du groupe Die Antwoord qui joue dans Chappie de Neil Blomkamp? Est-ce un bon choix et pourquoi? Alors justement, j'ai Chappie en Blu-ray et j'aime beaucoup ce film et le choix du groupe Die... je relis le truc parce que... Die Antwoord, voilà, au début je trouvais ça bizarre parce que c'est pas les chanteurs qui jouent des personnages au propre film, hein, non, non, c'est les chanteurs qui jouent leur propre rôle. Je veux dire, dans leur groupe, ils sont toujours donné une image de gangsters, de gros bras, de famille un petit peu bizarre et tout, etc. Donc, ouais, on peut faire un film sur ces personnages-là, mais c'est quand même bizarre parce que voilà, c'est comme si dans Avatar, on faisait venir les personnages de ZZ Top, voilà, qui jouaient leur propre rôle et qui intervenaient et tout. Il l'aura un petit peu fait dans Retour vers le futur 3, mais c'était juste un clin d'œil, donc là, ça passait là, largement. Mais et voilà, ça fait un petit peu bizarre, mais au final... Je trouve que ça passe dans Chappie, voilà, parce que faut dire, si on peut pas prendre un acteur pour jouer un personnage dans un film, un chanteur, ça peut aider, voilà, parce que les chanteurs, ils ont une bonne base, c'est des personnes qui ont appris à transmettre de l'émotion par leur voix, donc voilà, ça fait peut-être pas un acteur complet, mais voilà, ça peut permettre d'aider à jouer le personnage comme il faut. Et justement, je trouve que ça a bien marché pour les 2 personnages de Chappie. Je trouve marrant qu'ils les montrent pas sur l'affiche, quoi. Je veux dire, ils mettent bien en avant Dev Patel, alors que, voilà, il est pratiquement secondaire par rapport au Die Antwoord, là, c'est bien ça? Antwoord. Voilà, les noms pas possibles des groupes sud-africains, voilà. Oh, putain, ils ont même pas mis sur les photos à l'arrière, quoi. Genre, on les cache, quoi. C'est les parents de Chappie, quoi. C'est les personnages les plus importants. Pourquoi ils les cachent comme ça? Même pas sur les noms, quoi. On les cache, mais pour de bon, quoi. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'un chanteur dans un film, ça peut marcher. Je peux même dire, ça a marché plus d'une fois. Pas seulement pour Chappie, mais Will Smith dans des films comme Man in Black, Je suis une légende, iRobot et tout, ça... Voilà, on a montré que c'était un super acteur et pourtant c'est un chanteur à la base. Même le Prince de Bel-Air, il était pas mal du tout, hein, à l'époque où il était vraiment dans sa période rap, cool, etc. Voilà. Ou encore Justin Timberlake, c'était un chanteur pas terrible, mais au niveau acteur, depuis qu'il est devenu acteur, il est absolument génial. Donc voilà, on peut prendre des chanteurs. Si on n'a pas des acteurs, on prend au moins des chanteurs parce que ils ont un travail au niveau de la voix, au niveau des émotions, donc ça peut aider, justement, on a prouvé que ça a bien aidé. Bon, après, il y a des exceptions, hein, bien sûr, comme la nana dans Battleship, là, je sais plus, c'était une rappeuse ou quoi que ce soit, elle faisait pas du tout naturel, mais je crois que c'est surtout une question de rôle, de direction, etc. Donc là, voilà. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas, mais voilà. On a prouvé que ça pouvait marcher avec des chanteurs de merde, alors tout est possible. Je veux dire... Laurie dans Les Indestructibles, la VF des Indestructibles, on revient au VF justement. Qui aurait cru qu'elle aurait été bonne? Non, c'est la voix de Violette dans Les Indestructibles en VF, elle le fait bien, franchement. Elle fait le côté ado sans exagérer, elle exprime bien les émotions et pourtant,
C'est la conne qui avait chanté la positive attitude, quoi. Comme quoi, voilà, encore une fois, les chanteurs, ça peut aider. Voilà. Et le truc chiant à propos de ces questions, c'est que je sais jamais comment bien la conclure. Enfin, voilà. Merci pour toutes ces questions. Rendez-vous à nouveau sur Voxmaker et MJ Prise One. Et bien sûr, n'hésitez pas à déposer un don si vous voulez poser des questions auxquelles je répondrai en vidéo. Et pour les critiques de films de Boîte Magique, ça par contre c'est toujours ouvert. Et s'il vous plaît, pour les alertes spoilers, attendez un petit peu que je finisse ce que je dois finir, d'accord? S'il vous plaît. Ça prend beaucoup de temps de faire un alerte spoiler, s'il vous plaît. Merci bien.